Les eaux de l'Atlantique recèlent une histoire faite de fierté, de tradition et de conflits. Mais soudain, ce qui semblait être une routine s'est transformé en arme dans une guerre qui se chiffre en milliards. Les homards. Ce qui symbolisait autrefois l'héritage familial est aujourd'hui devenu une munition dans une bataille commerciale qui divise des alliés historiques et menace des identités entières. Comment les États-Unis, propriétaires d'un littoral marqué par la pêche dans le Maine, ont-ils perdu leur place dans des mers qu'ils ont toujours considérées comme les leurs? Comment le Canada, discret pendant des décennies, a-t-il réussi à transformer la diplomatie en avantage économique et à renverser la situation en quelques mois? Dans les ports canadiens, les bateaux reviennent pleins, les quais sont bondés et les exportateurs concluent des contrats de plusieurs millions avec des clients en Europe et en Asie. De l'autre côté de la frontière, dans le Maine, les entrepôts s'accumulent de caisses qui ne trouvent pas de destination. Lorsque Ottawa a signé des accords stratégiques, elle a ouvert les portes de marchés gigantesques sans droit de douane. Paris, Madrid, Berlin. Les restaurants et les distributeurs ont changé de fournisseurs presque du jour au lendemain. Le homard canadien est devenu moins cher et plus compétitif. Pendant ce temps, le homard du Maine, pourtant reconnu pour sa qualité, est resté soumis à des droits de douane qui ont rendu le produit moins attractif. En conséquence, les ventes ont chuté. Ce qui était autrefois une fierté nationale est devenu une vulnérabilité. Chaque caisse rejetée représente les efforts de familles qui, depuis des générations, ont soutenu la vie côtière du Maine. Chaque contrat perdu marque la fin d'une tradition qui liait les grands-parents, les parents et les enfants à la mer. L'Atlantique, qui a toujours uni deux pays, est aujourd'hui le théâtre d'un conflit. Pour certains, c'est une opportunité. Pour d'autres, une menace. Et la question est la suivante. Si la mer a cessé d'être un refuge pour devenir un champ de bataille, quelles seront les conséquences de ce conflit pour l'avenir? Ce qui a commencé dans l'Atlantique s'est rapidement propagé au Pacifique. Lorsque le Canada a adhéré à l'accord transpacifique, il a ouvert la voie à des marchés importants tels que le Japon, le Vietnam et la Malaisie. Ce fut un coup dur pour les États-Unis. Alors que Washington discutait des tarifs douaniers, Ottawa garantissait un accès privilégié aux consommateurs qui considèrent le homard comme un symbole de statut social. De Tokyo à Hanoï, les tables de luxe se sont mises à servir des produits canadiens. Il s'agissait d'une opération d'image. Le Canada a commencé à être perçu comme un fournisseur fiable, durable, capable de fournir des produits de qualité à un prix raisonnable. Le homard canadien a cessé d'être une alternative pour devenir une référence. Le consommateur asiatique, exigeant et attentif, a commencé à associer le produit au prestige. Comment un pays discret a-t-il réussi à occuper cet espace alors que son rival, fort d'une tradition historique, restait en marge? Les chiffres ne laissent aucun doute. Vers 2023, le Canada contrôlait déjà plus des 3/4 du marché du homard vivant en Chine, tandis que les États-Unis se contentaient d'1/4 seulement. À Shanghai et Pékin, servir du homard canadien est devenu une pratique courante lors d'événements professionnels et de célébrations familiales. Le même homard qui, quelques années auparavant, luttait pour se faire une place, était désormais devenu un objet de désir et un outil d'influence culturelle. À Washington, la défaite était vécue comme une humiliation. Dans le Maine, le sentiment était celui d'abandon. Le produit était le même, le goût était toujours reconnu, mais les accords signés à Ottawa garantissaient que la concurrence ne se ferait pas à armes égales. Comment rivaliser lorsque le terrain est inégal? Le scénario présentait une contradiction. Les États-Unis, habitués à dicter les règles du commerce mondial, se retrouvaient désormais acculés par un voisin qui savait utiliser la diplomatie comme une arme. Ce ne sont pas les bateaux les plus grands, ni les pêches les plus abondantes qui ont déterminé le vainqueur, ce sont les traités, les alliances et la vision à long terme. Qui aurait imaginé que le homard, symbole de la tradition régionale, deviendrait un élément stratégique dans les conflits entre puissances? Alors que les Canadiens concluaient des contrats à long terme et consolidaient leur chaîne d'approvisionnement, les Américains cherchaient des alternatives qui semblaient toujours tardives. À chaque nouvelle négociation perdue, l'écart se creusait. Et la question était de savoir si la suprématie canadienne était un phénomène passager ou si elle allait s'installer définitivement. Dans les rues de Bar Harbor et de Stonington, quelque chose a changé. Les restaurants qui proposaient des menus riches en homard ont commencé à offrir des alternatives moins chères, dans le but d'attirer les clients. Les pêcheurs revenaient de la mer avec des bateaux pleins, mais le prix payé au kilo pour le homard ne couvrait plus le coût du carburant, des casiers et de l'entretien des bateaux. C'était le poids de la politique qui pesait sur la table des familles qui, depuis des générations, vivaient de la même tradition. Et l'impact ne se limitait pas à l'économie.
Les écoles locales en ressentaient les effets lorsque les enfants des pêcheurs cessaient de s'inscrire par manque de perspective. Les jeunes qui devaient hériter du métier de leurs parents rêvaient désormais d'emplois dans d'autres États, loin du littoral. L'identité de communautés entières, construite au rythme des marées, semblait leur échapper. Dans quelle mesure un traité signé de l'autre côté de l'océan peut-il changer le destin d'un peuple? De l'autre côté de la frontière, au Canada, la réalité était tout autre. Dans les ports de Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard, les bateaux déchargeaient des lots qui partaient directement vers l'Europe et l'Asie par avion. Les familles, qui auparavant comptaient chaque centime, parlaient désormais d'expansion, d'achat de nouveaux bateaux et d'embauche de nouveaux travailleurs. Ce qui était le désespoir pour le Maine était la prospérité pour le Canada. Cette disparité a fait naître des sentiments de frustration, voire de trahison. Dans le Maine, beaucoup se demandaient comment un allié historique pouvait devenir un concurrent aussi féroce. Mais la vérité est que la dispute ne se jouait pas en mer. Elle se décidait dans les salles de négociation où les tarifs et les accords dictaient qui aurait un avenir et qui serait laissé pour compte. Et pour ceux qui vivent au bord de la mer, le sentiment est le suivant. Il ne suffit plus de se lever avant le soleil, d'affronter les vagues glacées et de revenir avec un bateau plein. Ce sont les décisions prises à des milliers de kilomètres de là qui déterminent l'avenir. Les familles du Maine et du Canada le savent. Il s'agit d'une bataille pour la survie de cultures côtières qui ont traversé les siècles. La question qui se pose est de savoir si, au milieu de cette dispute mondiale, il y aura de la place pour préserver non seulement les économies locales, mais aussi les modes de vie qui donnent un sens à des communautés entières. Les contrastes sont encore plus évidents lorsque l'on observe non seulement le présent, mais aussi ce qui est en jeu pour les décennies à venir. Le Canada, qui était auparavant considéré comme un acteur secondaire dans les négociations mondiales, a appris à transformer son image de pays discret en avantage stratégique. Grâce à une planification, une prévisibilité et une diplomatie pragmatique, il a réussi à occuper les espaces laissés par ses rivaux et à offrir une sécurité à ses partenaires commerciaux qui recherchent la stabilité dans un contexte turbulent. Pendant ce temps, les États-Unis subissent le poids de décisions politiques qui les ont mis sur la voie de l'isolement, transformant des traditions centenaires en symboles de vulnérabilité. Au cœur de ce conflit se trouvent des vies ordinaires. Pour certains, des contrats qui garantissent la prospérité. Pour d'autres, l'incertitude quant à la manière de payer leurs factures à la fin du mois. C'est le paradoxe d'une guerre commerciale. Elle renforce certains, mais affaiblit d'autres. Et chaque choix fait dans les cabinets gouvernementaux se répercute sur le quotidien des travailleurs qui n'ont pas participé aux négociations, mais qui portent dans leur routine le poids de décisions qui changent des marchés entiers. À chaque tarif annoncé, à chaque représailles planifiée, il devient clair que nous sommes face à un processus qui va bien au-delà des produits ou des chiffres. Il s'agit d'une dispute sur l'influence, sur qui définit les règles, sur qui dicte le rythme d'un monde en mutation. Ce qui arrive aujourd'hui au homard n'est que la partie visible d'un engrenage beaucoup plus large qui inclut l'énergie, la technologie, l'agriculture et même des ressources stratégiques capables de redéfinir les alliances. Et une fois de plus, la question se pose. Jusqu'où les pays sont-ils prêts à aller pour protéger non seulement leur économie, mais aussi leur fierté nationale? Les réponses ne sont pas encore données, mais une certitude se dessine déjà. Ce n'est pas le dernier chapitre. Le conflit commercial se déploie sur de nouveaux fronts, et l'avenir reste ouvert, écrit par des dirigeants qui voient dans le commerce non seulement des chiffres, mais aussi des armes politiques. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de comprendre le parcours de personnalités telles que Donald Trump et Xi Jinping. Leur biographie révèle comment les ambitions individuelles et les choix personnels se transforment en décisions qui affectent des millions de vies. Pour approfondir cette réflexion, nous mettons à votre disposition un e-book exclusif sur la vie et l'influence de ces présidents qui façonnent le siècle dans lequel nous vivons. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Si cette analyse vous a apporté de nouveaux points de vue, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et laissez votre avis dans les commentaires. Votre voix enrichit la discussion et contribue à maintenir cet espace vivant. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt.